Ce podcast vous est offert par Luminus, le partenaire énergie de votre entreprise. Bonjour et bienvenue dans le dernier épisode de Z sur 7 avant notre pause estivale. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche 29 juin et nous revenons avec un nouvel invité du Trendstalk. Olivier Mouton reçoit François Lepau, le CEO de Safran Aero Booster, entreprise spécialisée dans la technologie de motorisation aéronautique et spatiale. Alors on parle beaucoup de défense actuellement et à raison, la guerre est à nos portes, les choses sont très difficiles, mais le gros du marché est civil, le gros de l'aéronautique est civil, la croissance du secteur aéronautique est repartie à plein régime. Dans un monde où une crise succède à une autre, il est difficile de garder le cap et planifier à long terme. Mais finalement, est-ce que ces crises sont plutôt des freins ou des opportunités pour entreprendre ? Z sur 7, l'invité du Trendstalk. Une personnalité de premier plan se confie en profondeur sur ce qui a fait son actualité. On est d'une société qui exporte 100% de son chiffre d'affaires. On fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. 2000 personnes en Belgique, principalement en région liégeoise. Et comme on exporte tout, on est très sensible à ce qui se passe autour de nous, dans le domaine de la défense ou dans le domaine des droits de douane, dans le domaine des tensions géopolitiques. On est évidemment très très concerné par rapport à ça, mais c'est toujours comme ça, donc on anticipe les choses au maximum et on essaye de prévoir tous les scénarios possibles, de ce qui peut se passer de fâcheux pour nous et de les anticiper pour ne pas se laisser prendre au dépourvu par tout ce qui se passe autour de nous. En même temps, vous avez été récemment là, au Salon du Bourget, c'est tous les 2 ans. Grand moment pour une entreprise comme la vôtre, toujours très intense. On parlait beaucoup défense. Est-ce que ça a été particulièrement productif cette année ? Oui, les salons du Bourget sont toujours très importants pour nous, puisque toute l'aéronautique, tous nos fournisseurs, tous nos clients sont au même endroit la même semaine. Donc on a 10-12 réunions par jour, tous les jours, donc c'est très très chargé. Mais d'un autre côté, on fait en une semaine ce qui prendrait des mois à faire normalement. Alors on parle beaucoup de défense actuellement et à raison, la guerre est à nos portes, les choses sont très difficiles. Ça offre des opportunités aussi, on va y revenir. Mais le gros du marché est civil, le gros de l'aéronautique est civil. La croissance du secteur aéronautique est repartie à plein régime. Le Covid est complètement effacé, il y a de plus en plus de trafic. La croissance en Asie est très très importante aussi. Et donc il y a ce secteur civil qui repart, même si c'est vrai que l'actualité très très court terme ramène tout sur la défense. Et un secteur civil, on en parlera aussi, qui doit s'adapter, notamment aux défis climatiques, à la décarbonation, à l'évolution des avions. C'est aussi un élément sur lequel vous jouez un rôle très important. Exactement, donc la décarbonation de l'aéronautique arrive et pour arriver à décarboner, on va avoir des carburants de synthèse neutres en carbone, c'est ça qui va faire le gros de la décarbonation. Alors le problème, c'est que ça coûte beaucoup plus cher que le kérosène. Et si on veut arriver, vous, moi, tout le monde, à pouvoir voyager comme on le fait aujourd'hui, et pas seulement les super riches, il faut qu'on arrive à avoir des avions qui consomment beaucoup moins de carburant qu'aujourd'hui. Donc Airbus et Boeing planchent sur les nouveaux avions qui consommeront 1/3 de moins que les meilleurs avions aujourd'hui. C'est un énorme défi technique. On est un peu à la limite de la physique. Les 2/3 de cet effort de décarbonation vient du moteur. Donc nous, on est sur le moteur, donc on est très très concernés. Et c'est existentiel pour nous, puisque quand il va falloir remplacer toute la flotte des avions mondiaux, c'est un travail gigantesque, un business énorme. On veut en être, sinon on n'existe plus. Et puis si possible, faire un peu plus sur ces nouveaux avions, ces nouveaux moteurs, que l'on en fait aujourd'hui. Et vous avez un rôle très social finalement, parce que si ça permettra à tout le monde de continuer à voyager, je crois qu'on va vous dresser une statue. Je ne sais pas si on me dressera une statue, mais en tout cas c'est ça le but. Ouais. Celui qui amène des améliorations qui économisent 0,5%, 1%, 2%, 3% de carburant, est automatiquement élu pour faire ce travail. Celui qui n'a pas d'innovation technique va devoir se battre sur le domaine des prix, ce qui est nettement moins confortable. Alors, donc vous dites, vous travaillez sur le moteur. Votre produit phare, vous me dites si je me trompe, c'est l'eau pour compresseur. Donc c'est ces pièces qui tournent dans le moteur, c'est bien ça, hein
Safran Aérobooster, le booster, c'est le compresseur basse pression. Donc notre produit phare, c'est le compresseur basse pression qui lui-même comprend des centaines d'ailettes auxquelles vous faites allusion, qui sont conçus par nos bureaux d'études. On a des ingénieurs aérodynamiciens qui conçoivent la forme de ces ailettes et toutes les pièces qui actionnent notre compresseur. On fait tout nous-mêmes, nos bureaux d'études conçoivent, on fait des prototypes, on fait les brevets. Donc on est les anti-Audi ou les anti-Caterpillar dans le sens où on a nos propres bureaux d'études, nos propres commerces, notre propre centre de décision. Et sur ces ailettes auxquelles vous faites allusion, il y a énormément de savoir-faire et on est en train de concevoir les ailettes du futur d'un compresseur beaucoup plus efficace encore que nos meilleures machines actuelles. Alors la difficulté, c'est imaginer des nouvelles ailettes, on y arrive, mais il faut aussi qu'elles soient à un prix acceptable et qu'on arrive à les produire. Et c'est pour ça qu'on est en train de construire une usine. On vient d'inaugurer. C'est la grande nouvelle pour vous, à Marchin, sur un ancien site d'ArcelorMittal. D'ailleurs, on en reparlera, mais ça, c'est la grande nouvelle pour vous. C'est un gros investissement et un gros changement. Exactement. Donc, on a inauguré début juin avec la présence du patron de Safran et de tous les ministres. Qui est votre maison mère. Safran, c'est notre maison mère. C'est un groupe de la taille d'Airbus, 100 000 personnes, plus rentable qu'Airbus, parce que les technologies sont chez Safran plus que chez Airbus. Et dans cette maison mère, on a une politique industrielle qui mise sur la Wallonie. Notre site principal à Millemort est en croissance, mais ici, on ouvre une nouvelle usine à 30 km de notre site principal, dans un site désaffecté d'ArcelorMittal. Parce que je ne voulais pas abattre un hectare de forêt pour étendre un zoning. Et donc, on a récupéré des vieux bâtiments. Votre conviction verte, on en parlera aussi. Oui, tout à fait. Et ça nous a permis d'être très rapidement prêts, puisque 2 ans après la décision, nous sommes déjà en train de produire, ce qui est un peu un record dans notre domaine très technologique. Il y aura combien de personnes là, en plein régime ? On est parti de 0 et maintenant on est déjà 60. On va vers 150 personnes quand on sera à fond. Et on a besoin de ces ailettes puisque nous acheterons 100% de la production sur notre site de Millemort pour pouvoir assembler nos compresseurs et ne plus dépendre de sources externes. Aujourd'hui, pour fabriquer ces ailettes, on a des fabricants israéliens, américains, français ou chinois. Et ils sont quelques-uns dans le monde. Le fabricant israélien a déjà annoncé qu'il fermait, donc on n'a déjà plus cette source de fabrication-là. Et quelque part, on est très content d'avoir lancé cette source de fabrication belge et wallonne, puisque maintenant on en a plus que besoin. On avait lancé un projet à 400 000 ailettes de production. On est déjà à 700 000, donc on a doublé la production de notre site avant d'avoir commencé, compte tenu de la géopolitique autour de nous. On a déjà doublé la taille de l'usine par rapport au projet initial. Comme quoi, c'est la démonstration qu'il y a un fil entre l'innovation sur laquelle on a investi en Wallonie et des projets qui s'y enracinent. Parce que c'est ça, en fait, le fil qu'on peut tirer dans votre cas. Parce que, je rappelle, donc, vous faites partie de Safran, il y a une 12aine d'entreprises, c'est bien ça. Et la Wallonne est particulièrement performante, parce qu'elle est innovante. Alors, on essaye dans un groupe piloté de l'étranger, vu de Wallonie, c'est un groupe français dont le centre de décision est à Paris, d'être les meilleurs partout sur tous les sujets, livrer à l'heure des bons produits et puis avoir des bons résultats financiers dans le groupe. Donc on a des très bons résultats sur ces 3 thématiques-là depuis plusieurs années, ce qui permet au groupe d'avoir confiance en nous et de nous laisser nous implanter dans notre région, nous développer des morceaux de moteur qui n'étaient pas dans notre responsabilité avant, quelque part d'avoir une croissance, d'amener nos propres brevets et puis nos propres usines dont on vient de parler derrière. Donc on fait exactement l'inverse de Caterpillar et Audi. C'est nos produits, nos brevets, et puis après les usines suivent où se font la recherche et les innovations. Et donc c'est la matière grise qui nous fait vivre. On ne va pas se battre sur les salaires, on ne va pas se battre sur le coût de l'énergie, mais au niveau de nos ingénieurs, de l'aide à la recherche, là par contre on est très fort. Depuis plusieurs décennies, la Wallonie a dit et fait un pôle aérospatial prioritaire. Vous êtes président d'ailleurs. Je suis président de Skywind depuis pas si longtemps, mais j'y crois beaucoup. Et le fait d'avoir une stabilité et que quelles que soient les majorités politiques, on maintient le cap sur l'aérospatial, et peut-être la défense qui va s'y rejoindre, ça nous permet d'avoir une stabilité, puis de convaincre des groupes étrangers de transférer des parts entières de l'avion ou du moteur d'avion en Wallonie, puisqu'il y a des moyens d'aide à la recherche
complémentaire des aides françaises dans ce cas-ci ou d'autres pays. Et l'écosystème est important, j'imagine, quand vous le dites. On sait qu'il y a plusieurs acteurs importants qui travaillent dans ce secteur en Wallonie. C'est important, quelque part, d'être ancré dans cet écosystème aussi. Oui, il n'y a pas que Safran HeroBooster. On s'appuie sur beaucoup de PME autour de nous qui nous aident en sous-traitance, en conception, des centres de recherche connus au niveau mondial. Van Karman Institute à Rode-Saint-Genèse, à quelques kilomètres d'ici, connu mondialement, nous aide beaucoup au niveau expérimental. Senairo à Charleroi, en termes de conception assistée par ordinateur sur l'aérodynamique, sont à la pointe mondiale, on s'appuie beaucoup sur eux aussi. Le CRM en région liégeoise, au niveau matériaux, nous a permis de faire une forge à Marchin dont on vient de parler. Donc tout ça, on ne connaissait pas. Grâce à ces centres de recherche-là, on a été beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Et on s'appuie sur tout ce réseau-là. Et puis d'autres entreprises que nous, au niveau aéronautique, se développent. La Sonaca est une très grosse société qui se développe aussi autour de nous. On s'entraide entre nous, on n'est en aucun cas en compétition. On partage les informations, on s'entraide et on fait en sorte que ça se nourrit, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Le secteur se nourrit et s'entraide. Alors vous l'avez dit, cette nouvelle usine à Marchin, c'est sur un site d'ArcelorMittal. Vous avez vous-même commencé, en tout cas travailler au début de votre carrière à ArcelorMittal, c'est un symbole aussi, ça, pour la Wallonie, non ? Oui, à titre personnel, oui, même si j'ai choisi ce site-là, pas parce que j'ai travaillé à ArcelorMittal c'est pas ça que je voulais dire. Il y a un certain temps, même si ça me fait plaisir, mais c'était ça ou accroître un zoning en région wallonne qui se faisait au détriment de prairies. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un symbole, parce qu'on sait l'histoire de la sidérurgie, les industries, etc. Et vous êtes un peu le renouveau, finalement, de la Wallonie. Oui, il y a un aspect symbolique important. Maintenant, il y a des centaines d'hectares disponibles ex-ArcelorMittal autour de nous. J'incite toutes les autres sociétés à s'installer là d'abord à la place des temps des zonings actuels. Il y a des avantages réels physiques. Par exemple, nous, on a une forge, on a besoin d'alimentation électrique en puissance pour alimenter nos fours et notre forge. Tout ça est disponible à ArcelorMittal. Il suffit de se connecter. Il n'y a pas besoin de tirer des kilomètres de câbles à travers la forêt pour arriver à amener de la puissance. Tout est déjà disponible. Donc il y a des intérêts objectifs. Et puis si on va vite, on rénove un bâtiment, ça va plus vite que de refaire un bâtiment neuf. C'est pour ça qu'en 2 ans, on arrive à produire en partant de rien. Alors, vous avez dit aussi, si j'ai bien lu quelque part, que vous étiez une des activités et des investissements les plus rentables de Wallonie Entreprendre, qui est le bras armé régional. C'est une fierté, ça ? Oui, c'est eux qui nous l'ont dit, donc on l'ignorait parce que je ne connaissais pas l'intégralité. Mais si on regarde ce qui a été publié, vous pouvez rechercher sur Internet. Wallonie Entreprendre a donné 55 millions de dividendes l'année passée à la région wallonne. Et nous avons donné 49 de dividendes à Wallonie Entreprendre. Donc on est de loin la société la plus rentable pour Wallonie Entreprendre, qui ne possède qu'un tiers de notre société. On est 2 tiers Safran, 1 tiers Wallonie Entreprendre et quelques pourcents pour la SFPI fédérale. Mais on est rentable pour tous nos actionnaires. Et donc c'est particulièrement intéressant pour eux, puisque il y a plus de flux financiers vers la région que dans l'autre sens. Et cet ancrage public, il est important. Enfin, c'est une manière d'accompagner l'ancrage de l'entreprise dans la région ou Oui, certainement. L'ancrage, l'actionnariat qu'on a est idéal pour nous, puisque la région est minoritaire mais présente. Donc c'est un actionnaire respecté et qui se fait respecter, et qui permet aussi à notre groupe de rester implanté dans notre région. Et puis la région étant actionnaire a intérêt à ce que notre société se développe. Et tout ça est extrêmement vertueux. Par exemple, le ministre Jolet, M. Dolimon aussi, ont vu le patron de Safran, Olivier Andriès, à plusieurs reprises cette dernière année pour l'inauguration de notre nouvelle usine, mais aussi au Salon du Bourget, de façon à accroître la coopération entre la région wallonne et le groupe Safran. Alors le Salon du Bourget, vous l'avez dit, cette année-ci, on parlait beaucoup de défense. Est-ce que malgré tout, j'ai entendu que vous avez dit que l'aviation civile était quelque part le marché le plus important, hein, c'est sur lequel sans doute vous avez les défis les plus importants, mais la défense, c'est une opportunité pour vous quand même ? Alors, plusieurs choses sur la défense. On était, Safran HeroBooster, à l'origine, Techspace Aero, FN moteur, donc on était 100% militaire. On a fait les moteurs du F-16, 600 moteurs de A à Z jusqu'au dernier boulon, montage, fabrication, essai, donc on a fait tout ça. On était les champions du monde du militaire. Et puis, quand il n'y a plus d'F-16, on était en très grosse difficulté. On a été racheté par nos clients à l'époque, Pratt & Whitney, Safran
et la région wallonne qui a gardé un tiers. On était aux limites de la faillite. Et puis on s'est repositionné sur le commercial, le civil. Et maintenant, on est à 97% civil et plus que 3% militaire, ce qui explique notre succès actuel et nos chiffres. Maintenant, quand on a eu le Covid... Il pourrait y avoir un retournement par situation. C'est ça que je voulais évoquer. On a un intérêt objectif à refaire du militaire pour 2 raisons. La première, c'est qu'on a eu le Covid et que plus personne ne volait dans le commercial, on a perdu la moitié du chiffre d'affaires. On n'est plus que 400 millions, on est à 1 milliard maintenant. Vous voyez, le choc, c'est très très violent. Quand il y a une pandémie... ça devient quand très, les très avions difficile. sont au sol, Nos clients et nos partenaires, nos concurrents, n'ont pas eu ce choc-là puisqu'ils étaient en partie sur le militaire qui, lui, a été en croissance. Donc, le fait d'être très, très bas dans le militaire nous rend plus fragiles en cas de problème sur le commercial. Et puis, aussi et surtout, dans notre domaine de l'avion et surtout du moteur d'avion, les technologies militaires sont les mêmes que les technologies civiles. C'est-à-dire que nos concurrents développent à 100% payés par leur armée nationale des nouveaux matériaux, des nouvelles aérodynamiques, et après, ils viennent en concurrence avec nous. Par exemple, les Allemands de MTU développent un compresseur dans le cadre du SCAF, de l'avion chasseur franco-allemand espagnol, qui va venir avec leur technologie en concurrence avec nous plus tard. Donc le fait de pouvoir faire du militaire, notamment au niveau des développements, nous remet à armes égales par rapport aux Américains, aux Français, aux Allemands, aux Japonais. On dit souvent que le militaire est à double usage aussi et que l'innovation passe par là. Donc, exactement. Il ne faut pas rater le train, en fait. Maintenant, il y a 2 façons de faire du militaire. On achète sur étagère un chasseur, dans ce cas-ci, bombardier américain qui a été conçu aux États-Unis à 100%. Vaste débat aujourd'hui, oui. Ou on fait de la recherche sur un nouvel avion, un nouveau moteur. Et dans ce cas-là, on a beaucoup plus de valeur dans le pays. Maintenant, il faut rester pragmatique. C'est vrai que pour l'armée de l'air belge, vu de sa taille, ne va pas se payer plusieurs avions de front. Il faut tenir compte du passé, mais on voit d'un très bon œil la participation à un nouveau programme qui permettrait à l'industrie belge de faire de la recherche et pas uniquement d'acheter du matériel sur étagère. Et quelque part, s'inscrire dans une dynamique de réindustrialisation et d'acheter européen. Exactement. J'imagine que c'est important pour des secteurs comme le vôtre, quoi. Airbus, finalement, est une belle démonstration de ce que l'Europe peut faire, hein, finalement. On dit souvent que c'est la plus belle expérience européenne. Exactement. Airbus est un magnifique succès européen. Safran l'est encore plus, oui, puisque la valeur, elle est plus dans le moteur que dans l'avion. Hein. Les Chinois sont en train de faire un avion qui ressemble très fort à l'Airbus A320, mais le moteur, c'est le nôtre. Ils ne sont pas encore capables de faire des moteurs. Quelques pourcents de consommation de différence, compte tenu du prix du kérosène et du fait qu'un avion, ça vole tous les jours pendant 20 ans, ça fait le prix du moteur. Ouais, donc si j'ai mon moteur consomme 2% de moins que le vôtre, vous devez le donner et moi je peux le vendre. Et donc ça fait des différences très très vite importantes, ce qui fait que pour arriver à nous déloger du moteur, il faut arriver à gagner les quelques pourcents, et donc ça coûte des milliards et des décennies pour arriver à avoir toutes les technologies qui permettent de faire la différence. Et est-ce que l'objectif décarbonation, il est réaliste pour l'aviation ? Parce que là, on parle effectivement de gains qui sont sans doute de plus en plus importants, mais l'objectif, c'est zéro carbone quand même. Exact. Est-ce que c'est possible ? C'est possible, on peut déjà le faire aujourd'hui. Le problème, c'est à quel prix, Okay. et puis de pouvoir encore transporter des passagers. Aujourd'hui, les carburants de synthèse neutres en carbone existent. Et on peut déjà, avec les moteurs d'aujourd'hui... Avec les mêmes avions... Avec les avions d'aujourd'hui, on peut déjà embarquer 50% de carburant de synthèse neutre en carbone, mais ça coûte tellement cher que s'il n'y a pas un cadre législatif qui l'oblige, ben, ça n'arrivera pas. Je ne vais pas moi-même doubler le prix de mon billet d'avion par rapport à l'autre compagnie, je n'en vendrai plus. Et puis, il faut arriver à ce moment-là, quand le cadre législatif impose un pourcentage de carburant de synthèse de plus en plus important, que ça se fasse partout de façon uniforme, et puis que l'industrie augmente les quantités et essaye de baisser le prix de ce carburant-là. Mais on sera de toute façon plus cher que le kérosène actuel. Oui, parce que je vois qu'il y a d'autres expériences. On en parlait d'un tour du monde en avion à hydrogène, par exemple. Est-ce que ça, c'est peut-être pas votre tasse de thé, mais est-ce que c'est des choses qui font partie de la palette des choses auxquelles on pourrait penser ? Alors, plusieurs choses. D'abord, il y a d'autres technologies qui permettent d'y arriver. L'hydrogène est intéressant puisque sa combustion avec l'oxygène ambiant fait de l'eau, donc il n'y a pas de CO2 du tout mécaniquement quand on brûle de l'hydrogène. Le souci, c'est qu'un litre d'hydrogène, c'est 4 fois moins d'énergie qu'un litre de kérosène ou de carburant de synthèse, qui est très proche
au niveau chimique. Donc, si vous avez des avions qui font des grandes distances, ça devient vite une espèce d'énorme réservoir volant, donc c'est très délicat. Et puis, pour charger de l'hydrogène liquide cryogénique à moins 250 degrés, c'est la façon la plus efficace de le stocker. On se revient très vite dans des usines à gaz au sens propre du terme. Le seul endroit où on peut faire ça en Europe aujourd'hui, c'est même pas en Europe, c'est à Kourou. Et ça coûte des milliards, donc il faut équiper tous les aéroports mondiaux en hydrogène cryogénique. Donc c'est des investissements colossaux, ce qui fait que l'hydrogène n'est pas crédible à court terme pour décarboner. C'est pour ça que je parlais de carburants de synthèse neutres en carbone, qui eux ont l'avantage d'être avec la même chimie et donc de pouvoir utiliser tous les aéroports, tous les moyens de stockage actuels et quasi des technologies qui sont accessibles aujourd'hui. L'hydrogène peut arriver un peu plus tard. Et puis pour des vols un peu plus courts, puisque pour traverser l'Atlantique, ça devient impossible. Alors j'ai lu que vous étiez un vrai convaincu, je ne vais pas dire militant, mais en tout cas de l'environnement. Je disais que vous avez été membre de Natagoria, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Ah oui, c'est toujours le cas. Et quoi, ça veut dire que c'est chevillé en vous, ça ? Oui, depuis toujours, j'ai été membre d'Natagoria, j'ai passé mes vacances à remettre de l'eau dans des mares pour des crapauds calamiques. Ouais. Oui. Et donc, je suis très intéressé par rapport à ça. Quand j'ai repris la direction générale de Safran Aérobooster, j'y travaille depuis 30 ans, donc j'ai fait un peu tous les postes. Mais quand j'ai repris la direction générale, j'ai transformé tout le site en réserve naturelle. Donc, tous les hectares qu'on a autour de l'usine sont devenus maintenant réservés à la nature. On a mis des mares, on a planté des kilomètres de haies en espèces locales. C'est un petit paradis, vous devriez venir voir, c'est super. Avec plaisir. Et c'est très favorable à la nature, tout est revenu très rapidement. Et puis c'est aussi intéressant vis-à-vis des recrutements et de la rétention de notre personnel, puisque le fait qu'on montre l'exemple sur le sujet est très attractif pour le recrutement des jeunes. Oui, ça joue beaucoup. Vous rentrez, vous voyez la réserve naturelle, vous voyez l'éolienne aussi, on ne peut pas la rater. Tous les toits sont avec des panneaux solaires, tous les parkings aussi. Et donc on génère une bonne partie de notre énergie nous-mêmes. On essaye d'être le plus exemplaire possible dans tout ce qu'on fait. D'abord le produit, parce que c'est d'abord le produit où on a un réel impact sur l'effet de serre mondial. Mais ici, je parle de biodiversité, donc je ne parle pas de l'effet de serre, c'est autre chose. Et on essaye de travailler sur toutes les thématiques accessibles pour nous. On travaille dans d'autres domaines sur des filtres de particules géants. Bon, là, c'est de la santé des gens, mais c'est chaque fois des thématiques écologiques qui me parlent beaucoup personnellement. Et ça vient d'où, dans votre cas ? J'ai toujours aimé ça. Et une société qui va bien, elle a la possibilité d'aider autour d'elle énormément, pas uniquement dans le développement durable dont on a parlé, mais aussi au niveau social. Donc on aide plus d'une vingtaine d'associations à but social autour de nous. Et dès qu'on peut donner un coup de main, on le fait. Par exemple, les chocolats Galère, quand ils ont été rasés par les inondations, ils sont venus, leur bureau administratif, chez nous. Il y en avait des bureaux libres, on leur a prêté. Et ce qui fait qu'en se donnant un coup de main les uns les autres, pas pour faire de la com, ni pour vendre quelque chose, mais sincèrement pour donner un coup de main autour de nous, on arrive avec des moyens industriels à être très très efficaces. Comme quoi, on dit parfois que les entreprises vont être un des principaux leviers de la rencontre du défi climatique. Vous en êtes une illustration peut-être ? On essaye de faire pour un mieux, donc on par conviction personnelle et puis aussi par intérêt, c'est-à-dire qu'en ayant un produit plus écologique, on va vendre plus facilement. En gagnant de la consommation de carburant, on gagne et sur le prix du billet et sur l'aspect écologique aussi. En étant exemplaire sur nos sites comme à Marchin ou à Millemort en région liégeoise, en générant nous-mêmes notre électricité, on fait des économies. Et on montre aussi l'exemple autour de nous. Et au niveau de la biodiversité, ça coûte quelques dizaines de milliers d'euros. Pour une société qui fait 1 milliard, c'est rien, mais ça nous permet de montrer aussi l'exemple. Et on a commencé à avoir des autres sociétés autour de nous qui font pareil. Et j'espère que chacun donnera un petit bout de son terrain à la nature. Et au total, on fait des espèces de zones vertes dans les zonings industriels, dans les jardins, pour pouvoir un petit peu repeupler en biodiversité toutes ces zones qui ont été abandonnées depuis longtemps. C'est très sympa. Vous m'avez dit aussi, avant l'émission, que vous n'avez rien à vendre au public. En tout cas, il n'y a pas une nécessité de communiquer nécessairement. Donc que vous le faites déjà par conviction et par engagement public, mais aussi parce que c'est important l'attractivité d'une entreprise comme la vôtre. Est-ce que c'est un enjeu, les ressources humaines,
l'attraction de talents, etc. Pour vous, c'est un défi? Oui, donc quand je vous ai dit ça, c'est parce qu'on n'est pas Proximus, on ne vend pas des abonnements c'est bien GSM. ça que je voulais dire, donc ouais. on ne cherche pas à avoir une marque qui est vendue au grand public, puisque nous vendons à quelques clients dont les acheteurs sont des ingénieurs et ils regardent ce qu'on fasse, ça apporte quelque chose techniquement, qu'on ne soit pas trop cher et qu'on livre. C'est très important, on l'a dit pour le public. Et donc ils veulent du concret, des prototypes, du réel, et c'est pour ça qu'on en fait beaucoup. Mais on ne cherche pas une marque, et quand vous m'invitez, je viens par respect vis-à-vis de vous. Et puis, vous avez raison, on a recruté à peu près 400 personnes les 2 dernières années, donc il faut pouvoir les trouver. Il n'y a personne qui rentre dans l'usine que je n'ai vu en tête-à-tête, donc je suis très, très attentif à qui nous rejoint pour essayer de construire notre Dream Team, mais aussi par respect vis-à-vis des personnes, pour connaître tout le monde par son prénom. On est 2000, ça devient difficile, mais j'y arrive toujours, puisque je suis là depuis longtemps. Et si chaque personne qui vient, je passe 1 heure en tête-à-tête, même pour un contrat de 6 mois, fatalement, je finis par connaître tout le monde. Et ça donne une entreprise familiale dans un grand groupe international. Et on essaye, et c'est un peu pour ça qu'on est très performant dans le groupe, d'être une PME dans un grand groupe, donc avoir les moyens financiers et techniques d'une société de 2000 personnes qui va très bien, mais tout le monde se connaît par son prénom et on s'aligne très vite. Quand on a un souci ou qu'on a un défi, on est très vite tous sur la balle. Et puis, on a plusieurs centaines de cerveaux qui dirigent ces sociétés. Ce n'est pas moi tout seul, loin de là. Et donc, mes adjoints, les adjoints de mes adjoints, les équipes travaillent comme si c'était leur propre société à eux. Moi, je ne suis pas le propriétaire, je suis un ingénieur qui l'administre, mais j'ai toujours fait comme c'était ma boîte à moi, et eux aussi. Et donc, on est très, très nombreux à réfléchir, à prendre les bonnes décisions au niveau local, dans l'intérêt de la société et pas dans l'intérêt personnel ou de son secteur, mais un peu dans l'intérêt général. Et en faisant ça, on arrive à avoir des sociétés très stables, très efficaces et très performantes, puisqu'on fait un peu comme nous-mêmes. Et c'est difficile de recruter des talents aujourd'hui parce qu'on vous m'y aidez, puisque le fait le fait qu'on parle de nous et en bien est attractif. Le fait on recrute beaucoup de techniciens et d'ingénieurs. Je dis que les talents sont là en Wallonie. Ils sont là. Alors, il faut reconnaître qu'en ayant des moteurs d'avion, des produits concrets, des vraies usines, des vrais prototypes, des vrais centres de recherche, des vrais bancs d'essai qui coûtent des dizaines de millions d'euros, c'est très attractif pour un jeune ingénieur qui sort de l'école. Je vais aller faire de la vraie physique. Pourquoi j'ai travaillé, pourquoi j'ai fait ces études-là? Pour faire de la mécanique, de l'aérodynamique, de l'électronique. Et là, je vais pouvoir en faire réellement. Et donc ça, c'est très attractif par nature, mais il faut encore se faire connaître. Et puis avoir cette ambiance un peu familiale qui fait qu'on n'est pas perdu parmi 2000 personnes et un numéro noyé dans la masse. C'est une belle culture d'entreprise. Est-ce que c'est une culture liégeoise? Quand je vous entends, il y a un peu cette fierté, cette adhésion. L'accent peut-être, mais oui, à Liège, les gens sont très chaleureux et ont un contact très facile. Donc ça, c'est très, très, très fort le cas aussi dans notre société. Maintenant, il y a des sociétés qui sont comme ça aussi dans d'autres régions ou dans d'autres pays, donc on n'a pas un monopole sur le sujet. Mais en tout cas, il fait bon vivre à Safran Eurobooster, les contacts sont faciles. Je dis ça parce qu'il y a une vraie fierté liégeoise, y compris économique, peut-être pour créer de la valeur pour la région liégeoise. Pas uniquement, la Wallonie aussi, mais c'est un vrai moteur, je veux dire, sans mauvais jeu de mots. Oui, quand on a eu ArcelorMittal, vous avez fait allusion, qui a fermé, c'était une catastrophe pour Liège, qui avait le chaud et le froid, puis plus le chaud et puis plus le froid non plus, ça devient très difficile. Et donc, il y a eu une association à l'époque qu'on appelait le GRE, Groupement de redéploiement économique de la région liégeoise, qui existe toujours, dont je fais partie, et qui essaye de redéployer la région du mieux qu'on peut, et on le fait sincèrement, et en s'entraidant avec les politiques et les forces vives, les syndicats, les patrons, et on essaye de faire en sorte que la région s'en sorte au mieux. La région liégeoise, la région wallonne, le pays. On n'est pas des nationalistes, régionalistes, jusqu'au boutistes de façon caricaturale, on est très très ouvert. Mais si aussi, vu que vous êtes partie d'un groupe européen. Donc exactement, donc on essaye de faire pour un mieux dans l'intérêt de tout. Et vous êtes optimiste quand vous dites, on sait que c'est quand même un gros enjeu, le redressement de la Wallonie, de Bruxelles, de la Belgique, l'Europe face à sa compétitivité. Est-ce que vous dites, oui, nous on se bat, mais on montre que c'est possible? Alors je suis très optimiste.
Il y a 3 façons de résoudre nos problèmes économiques en région wallonne et en Belgique, le fort endettement, les budgets en déficit. C'est 1, on économise à tout bout de champ, donc on coupe à la hache partout. 2, on augmente les taxes, on est déjà parmi les plus taxés au monde. 3, on crée de la richesse. Et nous, on est dans la 3e partie, d'essayer d'augmenter notre chiffre d'affaires, d'augmenter nos marges, de donner des emplois de façon... et de faire d'innover, vous l'avez dit. D'innover, de faire vivre les sous-traitants qui travaillent avec nous, de façon à augmenter l'activité économique en région wallonne. Et ça, on demande au gouvernement, et on l'a, on veut des axes clairs et qu'on ne change pas d'avis non plus tous les X années, de façon à avoir un cap où ça nous permet de nous installer sur le long terme. Quand on crée une usine, ce n'est pas pour 2 ans, on est parti pour des dizaines d'années. Quand on fait des brevets dans le domaine de l'aéronautique, c'est parti pour des dizaines d'années. On va vendre ce qu'on est en train de breveter aujourd'hui, en 2035, pour le produire jusqu'en 2055 et encore 20 ans derrière, en après-vente. Safran Aérobooster se positionne comme un leader mondial de l'aéronautique, exportant 100% de sa production et réalisant 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Très sensible aux enjeux géopolitiques et environnementaux, l'entreprise investit massivement dans la décarbonation de l'aviation civile en développant des moteurs plus efficaces. Ce succès repose sur une innovation constante, un écosystème wallon dynamique et un engagement fort en matière de responsabilité sociale et environnementale. Voilà qui referme votre épisode. Durant les vacances d'été, Z sur 7 prend une pause et s'arrête aujourd'hui. Je vous remercie de votre fidélité et je vous souhaite un très bel été. Mieux gérer l'énergie au sein de votre entreprise ? Ça commence par l'expertise de Luminus. Bonjour, je suis Quentin Janssen, directeur B2B chez Luminus. Avec mon équipe, nous aidons les entreprises belges dans l'électrification de leurs besoins. Et aujourd'hui, je vous explique comment votre batterie peut faire bien plus que stocker de l'énergie solaire. On la voit souvent comme un simple réservoir, mais avec un système intelligent, votre batterie devient un atout stratégique. Elle vous permet de mieux utiliser votre propre énergie au bon moment, ce qui réduit vos achats sur le réseau. Elle vous aide aussi à lisser vos pics de consommation, en la déchargeant au bon moment et ainsi réduire votre facture, surtout si vous êtes pénalisé sur les points de puissance. Et ce n'est pas tout. Elle vous permet aussi de déplacer votre consommation vers les heures pleines, en utilisant l'énergie stockée quand elle coûte moins cher, augmentant ainsi sa rentabilité. Mais le plus intéressant, c'est sa valeur sur les marchés de l'énergie. Grâce à un pilotage en temps réel, votre batterie peut se charger et se décharger selon les besoins du réseau. Et pour cela, vous êtes rémunéré. Votre batterie devient ainsi un véritable levier économique. Vous économisez, vous aidez à stabiliser le réseau et vous tirez le meilleur de votre investissement. Et avec Luminus, tout ça se fait automatiquement, sans complexité. Vous souhaitez en savoir davantage ? Visitez notre site web luminus.be/smartkits. Luminus ? Ensemble, faisons la différence.